Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du syndrome du défilé thoraco-brachial. Nous allons le définir et nous allons voir quels sont les exercices à réaliser pour se soulager et se soigner. Pour bien comprendre le syndrome, il faut déjà savoir ce que c'est que le plexus brachial. C'est l'ensemble des nerfs que l'on retrouve dans la partie anatomique cervicale et thoracique supérieure et à destination du membre supérieur. Ce plexus brachial, il est accompagné de la veine et de l'artère subclavière, ce qui constitue un paquet vasculo-nerveux. Il arrive que ce paquet vasculo-nerveux soit comprimé et dans ce cas-là, on a ce que l'on appelle le syndrome du défilé thoraco-brachial. Dans les causes de compression, il faut distinguer les causes particulières qui résultent d'anomalies anatomiques congénitales ou traumatiques. Je m'explique, au niveau des anomalies anatomiques congénitales, on a par exemple les côtes surnuméraires. Il y a certaines personnes qui ont des côtes supplémentaires, notamment au niveau cervical, et ces côtes peuvent comprimer le paquet vasculo-nerveux. Au niveau traumatique, on peut avoir des fractures déplacées consolidées ou tout simplement des cales osseux qui viennent comprimer également le paquet vasculo-nerveux. On peut également avoir des kystes, des tumeurs, etc. Et puis on a les causes plus classiques qui, elles, résultent juste d'un espace anatomique qui est a priori normal mais qui est trop étroit. Et on distingue trois zones anatomiques susceptibles d'entraîner la compression du plexus brachial et de l'artère et la veine subclavière. La première zone de compression est un tunnel musculaire que l'on appelle le triangle scalénique qui, comme son nom l'indique, est composé des scalènes qui sont au nombre de 3, le scalène antérieur, moyen et postérieur. Il arrive que ces scalènes, par hypertonie ou encore par hypertrophie, entraînent la compression du paquet vasculo-nerveux. La deuxième localisation qui est susceptible d'entraîner une compression, c'est un tunnel osseux qui se situe entre la clavicule et la première côte que l'on appelle le tunnel costoclaviculaire. Alors c'est un tunnel osseux, mais il y a également un muscle très important qui se situe à ce niveau-là, c'est le muscle subclavier, et il faut savoir que sa contraction ou son hypertonie entraîne une diminution de l'espace entre la première côte et la clavicule, donc c'est un muscle qui peut participer au syndrome compressif à ce niveau. Et puis la troisième localisation, c'est à nouveau un tunnel musculaire, c'est le tunnel du petit pectoral qui, comme son nom l'indique, se situe au niveau du muscle petit pectoral. Alors, quels sont les symptômes de ce type de compression lorsque l'on a un syndrome du défilé thoraco-brachial? Eh bien, nous avons vu que la compression concernait les nerfs, la veine et l'artère subclavière. Donc, selon l'intensité et le type de compression que l'on va rencontrer, on va avoir des signes neurologiques, veineux ou encore artériels. Au niveau des signes neurologiques, ça peut être très varié. On peut avoir des signes sensitifs de type picotement, fourmillement, perturbation de la sensibilité, perte de la sensibilité, et on peut également avoir des signes moteurs avec des maladresses motrices, perte de la motricité de certains muscles, etc. Au niveau veineux et artériel, on peut avoir un gonflement du membre supérieur, le membre peut être plus froid, avoir une couleur différente par rapport à l'autre membre, par exemple être plus blanc, etc. Donc on a vraiment une diversité très importante dans les symptômes et dans leur intensité. Comment est-ce que l'on effectue le diagnostic du syndrome du défilé thoraco-brachial? Grâce à un examen clinique et également des imageries médicales. Alors concernant l'examen clinique, il y a la présence bien entendu de tests spécifiques qui peuvent être réalisés. Ces tests font débat dans la communauté médicale parce qu'ils n'ont pas une fiabilité qui est parfaite. Il y a parfois des faux positifs, des faux négatifs. Mais si ces tests sont réalisés dans un contexte d'examen clinique pertinent avec un interrogatoire, un examen palpatoire et également des imageries et que l'ensemble concorde, ils ont tout à fait leur place. Alors quels sont ces tests? On a plusieurs tests qui vont évaluer la présence d'un syndrome des défilés thoraco-brachial. Et on a également des tests qui vont tenter de déterminer la localisation de la compression. Alors je vous en montre un et tous les autres tests seront présents dans la description de la vidéo YouTube. Ça vous redirige vers une autre chaîne anglophone qui présente très bien ces tests. Je vous montre le test de Ross parce que vous pouvez le réaliser seul. Tous les autres tests sont à réaliser avec un thérapeute. Le test de Ross est un test où vous allez placer vos épaules à 90 degrés d'abduction, vos coudes à 90 degrés de flexion et vous allez dans cette position de rotation externe d'épaule effectuer des ouvertures et fermetures de main pendant 3 minutes.
Si au bout de 3 minutes ou même avant, vous avez la reproduction de vos symptômes, eh bien le test est dit positif, c'est-à-dire qu'il est en faveur de la présence d'un syndrome du défilé thoracobrachial. Dans les autres tests, il y a le test d'Hudson, de Wright, le test de la manœuvre costoclaviculaire, etc. Tout est présent dans la description de la vidéo YouTube. Concernant l'imagerie médicale, la radiographie est souvent indiquée pour faire le point sur l'éventuelle présence de côtes surnuméraires. On a également l'échodoppler qui peut être effectué pour mesurer le débit au niveau de l'artère et de la veine subclavière en fonction du positionnement de votre membre supérieur pour mettre en évidence d'éventuelles zones de compression. On en arrive au traitement. Vous avez un diagnostic de syndrome du défilé thoracobrachial et il va falloir réaliser des exercices pour libérer la zone qui est comprimée. Donc moi dans cette vidéo, je vous montre le traitement général. Je vous invite très fortement de votre côté à consulter un thérapeute pour avoir des exercices personnalisés. Et puis dans ce que je vais vous montrer, eh bien, il faudra sélectionner les exercices qui correspondent à votre zone de compression. On commence avec la première technique et il s'agit du massage. Je ne vais pas vous montrer le massage complet parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais je vais vous donner les techniques que vous pouvez réaliser. Donc à même la peau, vous pouvez commencer par réaliser une manœuvre d'effleurage assez globale au niveau de l'épaule. Vous allez pouvoir ensuite effectuer des techniques de trait tiré juste en dessous de la clavicule pour libérer le système facial et musculaire. Donc vous faites des traits tirés de la partie du sternum jusqu'à la partie externe de la clavicule, juste en dessous de la clavicule, et vous pouvez également descendre sur la région pectorale. Ensuite, il y a des techniques très intéressantes à réaliser sur les points de tension musculaire. C'est ce qu'on appelle les techniques de trigger point. On peut effectuer ces techniques sur le petit pectoral. Donc le petit pectoral, il se situe au niveau du sillon deltopectoral entre le muscle deltoïde et le pectoral qui est à l'intérieur. Vous trouvez ces points de tension, c'est généralement des douleurs que vous avez habituellement, et lorsque vous allez appuyer sur ces trigger points, vous allez avoir une douleur ponctuelle et vous pouvez également avoir des douleurs irradiantes. Il va falloir reproduire ces douleurs à l'appui sans pour autant les exacerber et avoir trop mal, mais il faut appuyer quand même suffisamment fort pendant 30 à 40 secondes. L'objectif de cet appui, c'est de désactiver le trigger point. Vous pouvez faire ça pour le petit pectoral, vous pouvez le faire pour le sous-clavier, le subclavier, qui se situe juste en dessous de la clavicule et juste au-dessus de la première côte. Donc vous le trouvez dans une petite dépression palpatoire et de la même façon que le petit pectoral, vous effectuez un appui prolongé. C'est un muscle qu'il est très intéressant de traiter en trigger point parce qu'il n'est pas si évident que ça de l'étirer correctement sur des manœuvres d'auto-étirement. Et puis les scalènes, eh bien, ils se situent à ce niveau-ci. Donc on a les scalènes antérieures en avant, le scalène moyen et le scalène postérieur. Ce qu'il n'est pas évident dans l'autopalpation de ces muscles scalènes, c'est qu'on a les nerfs qui sont à proximité. Donc il ne faut pas venir appuyer sur les nerfs lorsque vous cherchez les trigger points. Il faut bien être sur le tissu musculaire et quand on n'est pas du métier, c'est pas forcément évident. Deuxième technique, il s'agit des auto-étirements qui vont concerner les mêmes muscles que l'on a traités précédemment avec la méthode des trigger points. On commence avec l'auto-étirement des muscles petits pectoraux. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez joindre les mains dans le dos et vous allez enrouler les épaules vers l'arrière. L'objectif est d'effectuer une bascule postérieure de vos omoplates pour entraîner l'étirement des muscles petits pectoraux. Deux méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez faire la méthode respiratoire, c'est-à-dire que lors de l'inspiration, vous allez enrouler les épaules vers l'arrière. Et puis vous pouvez également réaliser la méthode statique, c'est-à-dire que vous allez maintenir pendant une quinzaine de secondes l'auto-étirement en enroulement postérieur des épaules. Auto-étirement du subclavier. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un auto-étirement qui n'est pas spécifique du muscle sous-clavier car il a une position anatomique particulière et très souvent, lors de l'auto-étirement, on va être limité d'abord par d'autres muscles. Pour le réaliser, eh bien, vous allez écarter le bras, paume de main vers le haut et l'écartement du bras est d'à peu près 110-120 degrés. Dans cette position, vous allez faire une rétropulsion de l'épaule pour ouvrir l'espace entre la clavicule et la première côte et vous maintenez le mouvement pendant une quinzaine de fois et vous renouvelez 3 fois l'étirement. Durant l'étirement, il est important de bien respirer.
inspiration profonde et expiration totale pour bien faire descendre la première côte par rapport à la clavicule et donc étirer le muscle sous-clavier. Ensuite, il y a les auto-étirements des muscles scalènes. Et là, on a 3 muscles différents. Le scalène antérieur, moyen et postérieur. Le scalène antérieur et moyen assure globalement la même fonction et le scalène postérieur a une fonction motrice différente. Nous allons donc avoir 2 types d'auto-étirements pour les muscles scalènes. Concernant le scalène antérieur et moyen, ils vont s'étirer en inclinaison contralatérale, en rotation homolatérale et vous allez veiller durant l'auto-étirement à bien maintenir votre épaule en position de non-compensation et pour majorer l'étirement, vous pouvez venir placer vos 2 mains sur les premières côtes et effectuer un appui vers l'extérieur. Tout comme les étirements précédents, veillez à bien respirer. Inspiration lente et profonde et expiration totale. Effectuez 3 étirements de 15 secondes. Pour le scalène postérieur, l'étirement est exactement le même, sauf que la rotation est contralatérale. Donc, vous effectuez l'étirement en inclinaison contralatérale, en rotation contralatérale, l'appui de vos 2 mains sur vos côtes et vous effectuez des inspirations profondes, expiration totale sur 15 secondes et vous renouvelez 3 fois. Troisième technique, il s'agit des manœuvres respiratoires. Que ce soit le petit pectoral, le sous-clavier ou encore les muscles scalènes, ce sont des muscles inspirateurs accessoires qui vont être sollicités lorsque l'on a une respiration thoracique. Et cette sollicitation peut participer à l'hypertrophie de ces muscles ou encore à leur hypertonicité. L'objectif, ça va être de resynchroniser votre respiration correctement en abdominodiaphragmatique pour les personnes qui auraient une respiration essentiellement thoracique. Pour ce faire, c'est très simple, il y a juste votre main à poser au niveau de votre abdomen et lorsque vous allez inspirer, eh bien vous allez pousser votre ventre vers l'avant. Vous allez vous entraîner jour après jour, si actuellement vous avez une respiration thoracique, pour réautomatiser, resynchroniser votre respiration abdominodiaphragmatique et ainsi moins solliciter vos muscles inspirateurs accessoires qui ne sont pas faits pour être sollicités au quotidien. Ce sont des muscles qui sont essentiellement faits pour être sollicités lorsque l'on fait un effort important pour avoir une respiration qui est plus ample. Quatrième technique, il s'agit des mobilisations neuroméningées que l'on appelle également neurodynamiques. Elles sont très importantes. L'objectif est de redonner un maximum de mobilité au tissu neurologique au niveau de la zone de compression et de diminuer ainsi les symptômes. Pour ce faire, vous allez placer votre membre supérieur en extension de doigts, poignets et coudes et au niveau de l'épaule, vous allez effectuer de la rotation externe et de l'abaissement. Vous allez avoir un mouvement synergique entre vos cervicales et votre membre supérieur pour permettre le glissement des nerfs qui composent le plexus brachial. Effectuez bien le mouvement dynamique et n'effectuez pas d'étirement car le nerf ne s'étire pas, il se mobilise. Cinquième et dernière technique que je voulais vous présenter, il s'agit du renforcement musculaire. Il est intéressant de renforcer les extenseurs cervicaux, les stabilisateurs d'omoplate et également le muscle dentelé antérieur. L'objectif va être de redonner une bonne cinématique dans le mouvement et notamment celui de l'omoplate et d'éviter les dyskinésies scapulo-humérales. C'est-à-dire que ce que l'on va rechercher à travers le renforcement musculaire, ça va être un bon placement initial de l'omoplate et une bonne synergie dans le mouvement pour éviter d'avoir par moment des zones de compression qui vont se majorer, que ce soit au niveau du canal du petit pectoral, du canal des scalènes ou encore de l'espace entre la première côte et la clavicule. L'objectif du renforcement musculaire est également de lutter contre les mauvaises postures. Alors par mauvaise posture, j'entends dans le syndrome du défilé thoraco-brachial les postures en enroulement excessif des épaules, en syphose thoracique et également en antéprojection de la tête. Ce sont des positionnements articulaires et musculaires qui vont favoriser les compressions au niveau des nerfs et des vaisseaux.
Le renforcement musculaire vise à ouvrir cette posture et donc à limiter le plus possible les zones de compression. Les étirements sont également en faveur de cette correction posturale. D'ailleurs, si vous avez une posture qui est dans ce type de posture que l'on vient de décrire, eh bien, je vous invite à vraiment prendre conscience de votre attitude posturale en enroulement et à essayer de faire des efforts, des prises de conscience pour ouvrir votre posture au quotidien et ainsi limiter les phénomènes de compression. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la cloche de notification, sinon vous n'avez aucune des suggestions vidéo qui vont paraître sur la chaîne. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!